Allez, bienvenue dans cette troisième partie dédiée au routeur solaire on-grid et on va commencer par un petit récapitulatif. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu déjà dans un premier temps que en termes de charge non linéaire tels que le TRIAC, on avait vu que finalement, celui-ci, pour respecter la norme CEI 61000-3-2, on ne pouvait pas lui associer une résistance de plus de 1700 watts, sinon, au-delà duquel, malheureusement, le courant de l'harmonique 3 dépassait les 2,3 ampères. Donc ça, c'est une chose, c'est une certitude, malheureusement. Pour respecter cette norme en termes de générateur d'harmonique, on est limité à 1700 watts. Et on avait quand même regardé en deuxième partie, qu'est-ce qui se passait au niveau de la ligne, quoi qu'il arrive, voir qu'est-ce qui se passe au niveau, par exemple, du transformateur électrique. Et on avait vu que finalement, en termes de THDI, d'une manière générale, donc pour quantifier un peu ces harmoniques-là, on avait vu que ça dépendait de chaque appareil, évidemment, et qu'au bout du compte, c'était la sommation de tous les appareils émettant de telles harmoniques. Et quand même, on avait vu quand même, à partir du fait du schéma équivalent électrique dans lequel est géré et plongé le routeur solaire, on avait vu que le fait de travailler à la puissance active au point Linky, à P Linky égale 0 watt, du coup avoir ces deux présences de deux générateurs qui travaillent de concert justement pour avoir annulé cette puissance active, en fait, en termes de puissance apparente au niveau du transformateur, donc pour au cas le plus défavorable à alpha égale 114 degrés, on avait vu quand même que indirectement le routeur permettait une réduction de cette puissance apparente. Voilà, par exemple à P0 sur 4, typiquement du 750 volts ampères pour une puissance de ballon de 3 kg. Voilà, donc du coup on pourrait imaginer, pourquoi pas, une évolution de la norme assez positive en présence du routeur solaire, mais on va quand même appuyer quelques points, en tout cas suite à des questions des deux premières vidéos. On va regarder deux cas particuliers. Un premier cas où on a toujours dans notre lotissement avec 14 habitations, une maison avec un système solaire avec routeur solaire à TRIAC, et par exemple si tous les autres consommateurs, les autres pavillons ne consomment pas, par exemple ils sont tous partis simultanément en vacances, donc il n'y a pas de foisonnement possible, donc du coup l'injection dans les charges réseau n'est pas possible à l'échelle en tout cas de ce transformateur électrique où sont rattachés ces 14 pavillons. Qu'est-ce qui se passe? Là ici ce qui est envoyé au ballon pour complémenter le routeur solaire, ça c'est toujours bon, mais par contre la partie en rouge qui devait être absorbée par les charges réseau ne le sont plus. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? En fait, dans notre transformateur ici, ce courant qui est injecté ne peut plus être absorbé en local dans ce transformateur. Il va être envoyé sur les transformateur basse tension adjacent, et du coup s'il y a des charges réseau, il y en aura forcément, hein. Du coup ça sera ce transformateur là qui va compléter un peu cette partie injectée, et donc du coup pour reformer cette onde de courant parfaitement sinusoïdale. Donc moralité, la recomposition se fait au niveau des autres transformateurs, et si admettons que aucune recomposition se fasse dans l'ensemble des transformateurs basse tension adjacents, ça sera fait au niveau N+1. Voilà, donc ça arrive. Donc deuxième cas également intéressant, si le cas un peu dual, c'est qu'est-ce qui se passe si tout le monde a des routeurs solaires, dont voilà les 14 pavillons. Qu'est-ce qu'on avait vu? Alors on va aussi cadrer un peu les choses. Donc ils ont la même puissance, les mêmes expositions côté ombrage, donc ça veut dire que on va éviter les foisonnements, ok, donc ils vont tous travailler injectés maximum au même moment, etc. Donc on se place dans le pire des cas, et on va se placer également en termes de puissance apparente, d'accord, donc à alpha égale 114 degrés, qu'est-ce qu'on a? D'après notre schéma, on a 14 fois 750 volts ampères, hein, d'accord, on va supposer que les ballons sont tous 3 kg watts, et donc du coup le transformateur doit gérer une puissance apparente de l'ordre de 10,5 kVA. Alors que si on n'avait pas eu un routeur solaire à TRIAC, mais simplement par exemple un TRIAC, voilà, directement, du coup on aurait eu en termes de puissance apparente 14 fois 1,5 kVA. Donc là vous voyez, on ne profite pas de cette mutualisation qui arrive avec le routeur solaire. Donc moralité,
il n'y a pas d'impact de la présence simultanée de plusieurs routeurs solaires dans un proche voisinage. Alors, si on continue un peu les choses, et on va maintenant, après avoir fait le tour de qu'est-ce qui se passe en tension, en courant, après les harmoniques, après également les calculs de puissance apparente au niveau transformateur, qu'est-ce qui se passe en tension? On n'en a pas encore mentionné, voilà, et donc du coup, vous savez que il n'y a pas que le triac comme charge non linéaire dans l'habitation, il y en a d'autres, les éclairages à LED, les fours à micro-ondes, que sais-je, etc. Et donc du coup, tous ces appareils-là vont générer du TDHDI. Donc du taux de distorsion harmonique en courant, et voilà. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que tous ces appareils-là sont alimentés par qui? En partie par Enedis et en partie par votre installation Enedis solaire, excusez-moi. Et donc du coup, ce qui est sûr, c'est que ceux ou ces générateurs de tension vont alimenter tous ces consommateurs-là. Et par contre, ce qui est important, si les générateurs de tension sont suffisamment robustes, suffisamment dimensionnés, il n'y aura pas de circulation de courant entre les consommateurs, sauf si le niveau de THDI est tellement important qu'il vienne perturber justement la forme d'onde du générateur en tension. Alors, du coup, le schéma équivalent, par exemple, lequel serait plongé notre routeur solaire, donc vous avez votre générateur, ici, ça peut être Enedis, ça peut être votre système solaire, et peut-être encore l'impédance de ligne associée à tout ce système-là, et puis vous avez alimenté plusieurs charges en parallèle. Et comme je l'ai dit, si éventuellement un de ces appareils, pourquoi pas le triac, notre fameux routeur, et perturbe tellement en termes de TDHDI que finalement ça va aller perturber le générateur de tension qui va du coup aussi va aller faire mal fonctionner ou les autres consommateurs, les autres charges qui sont ici en parallèle de notre routeur solaire à triac. D'accord, donc cette déformation de tension a pour conséquence de faire un mauvais fonctionnement des autres charges potentiellement. Donc vous voyez, il y a un lien entre THDI et puis pouvant impacter un THDU. Alors, exemple de source de charge non linéaire qui vient perturber une source de tension. On voit ici en jaune une charge non linéaire, ici on le voit clairement, et puis elle est tellement importante en termes de THDI que au lieu de retrouver en bleu une belle courbe sinusoïdale en tension, elle ne l'est plus. Donc on a la présence de THDU indirectement. D'accord? Donc du coup, c'est tous les appareils qui sont également alimentés par ces générateurs de tension vont être perturbés. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Est-ce qu'il existe des normes en termes pour le THDU à pas dépasser? Et en fait, il n'y a pas vraiment de normes, en tout cas au niveau européen, mais des recommandations. Alors, je vous ai extrait quelques tableaux que j'ai pu glaner et en fait on va essayer de faire un compromis toujours en se plaçant dans le pire des cas. Donc dans un premier document on voit que finalement pour les générateurs basse tension, on va dire le 235 pour du monophasé, on autorise un THDU max de l'ordre de 8%. Alors ça paraît assez énorme, surtout quand on voit ce deuxième tableau que j'ai pu trouver, où on voit que si le THDU est inférieur à 5%, il y a très faible déformation de l'onde sinusoïdale en tension. Il n'y a pas de risque de perturber d'autres consommateurs. Par contre, vous voyez, si on est entre 5 et 8, là, on commence à avoir une déformation, et puis au-delà de 8, là, du coup, c'est fortement déconseillé. D'accord? Alors, voilà, donc je vais considérer qu'on n'a pas dépassé un THDU de 5%, ça paraît une valeur seuil assez raisonnable. Et alors, on peut regarder qu'est-ce qui se passe aussi pour les côtés américains, donc avec une norme I3E 519-2014. Alors eux, ils raisonnent pas trop en termes de THDU max instantané, mais plutôt des statistiques sur la distribution des THDU que l'on va par exemple enregistrer à l'échelle d'une journée, en daily ici, ou à l'échelle même d'une semaine. Et donc ils vont dire, voilà, on va autoriser ponctuellement, grâce à cette norme, ou potentiellement très ponctuellement, des charges qui peuvent être générer du THDU qui peut être supérieur à une certaine valeur. Donc l'idée c'est quoi? C'est que si on regarde à l'échelle d'une journée, THDU, on voit que 99% des THDU enregistrés en instantané doit être inférieur ici à 12%.
99%. Et à l'échelle d'une semaine, eh ben, par contre, c'est 95% des THDU enregistrés sur une semaine, ben, ça doit être inférieur à 8%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que très ponctuellement, on peut s'autoriser, par exemple, dans une journée, à dépasser 12%, hein, sur les 1% du temps qui reste, on peut se dépasser un THDU supérieur à 12%. Voilà. Donc, c'est ça l'idée, c'est qu'on autorise un petit perturbateur, mais très ponctuel temporellement. Donc ça paraît assez intéressant. Alors, ce THDU, comment ça va se caractériser? Eh bien, typiquement, par exemple, pour notre charge TRIAC, eh bien, on sait que quand le TRIAC va commuter, par exemple ici alpha 90, on va avoir un appel de courant tellement énorme que ben, il va y avoir ce qu'on appelle cette encoche, cette chute de tension lors de la commutation du TRIAC. Et puis, une fois que l'appel de courant a été passé, ben, ça va revenir à son origine. Et donc, c'est ce petit décroché qui, potentiellement, suivant cette hauteur de décrocher, va indirectement induire ce THDU. Et donc, on va essayer de quantifier un peu les choses, toujours dans notre cas, un ballon assez puissant, 3000 watts, donc on respecte plus la norme CUI 68003-2, d'accord. On se place toujours dans le cas le plus défavorable en termes d'harmonique, c'est-à-dire à P0 sur 2 et alpha égale 90, et je vous rappelle un peu la topologie de notre réseau, le transformateur, le réseau, voilà, puis après on attaque la liaison AB, et puis après on a le courant IEB qui vient potentiellement complémenter la charge du triacle de l'autoconsommation solaire pour aller alimenter notre ballon. Et donc, on va essayer de calculer un peu tout ça, et si on regarde un peu la chute de tension potentielle associée. Et déjà, ce qu'on va calculer, c'est ce courant maximum, voilà, à ce point-là, ok, 90 degrés à P0 sur 2. Quand on calcule les choses, on a 29,2 ampères maximum qui vont transiter. Donc, du coup, on va calculer un peu la chute de tension associée. Je vous rappelle que, par exemple, du transformateur à la liaison AB ici, dans la partie réseau, on avait calculer une résistance équivalente de 50 milliohms. Du coup, la chute de tension, vous voyez cette formule, elle sera de l'ordre de 460 millivolts. Et du coup, on continue également la chute de tension de la liaison AB jusqu'à votre disjoncteur différentiel 500 milli. Et là, on avait également calculé une résistance équivalente de 25 milliohms, et du coup, la chute de tension associée dans cette portion sera de 230 millivolts. Et on va continuer également dans le câble maison, parce que du tableau à votre routeur, vous allez généralement potentiellement en 16 carrés, que sais-je encore, et donc normalement, et du coup on va calculer pour cette résistance, c'est de l'ordre pour du 16 carré de 20 milliohms, voilà, et puis du coup la chute de tension associée sera de 184 millivolts additionnels. Donc si on fait le bilan de tout ça, on s'attend qu'on obtient une chute de tension de 874 millivolts, c'est-à-dire qu'on est inférieur à 1 volt, et ramené à 235 volts, du coup, ça c'est 0,3% de la tension nominale. Donc, on s'attend que même pour une charge P0 à 3000 watts, donc, qui ne respecte pas la norme, qui dépasse 1700 watts, mais quoi qu'il arrive, même notre réseau, notre câblage est suffisamment bien dimensionné pour absorber cette micro-chute de tension, parce que, regardez, elle est inférieure à 1 volt. Voilà, et puis en termes de temps, cette commutation, cette encoche, elle dure 2 microsecondes, ce qui est de l'ordre du fraction d'un pourcentage de la demi-période T0 sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure déjà sur cette étude un peu théorique en tension? Finalement, en tension, comme pour respecter la norme NFC 1400, tout est correctement dimensionné, et en tout cas, on ne devrait pas avoir d'impact sur la chute de tension au moment de la commutation du triac, ni en termes de durée de cette commutation. Donc, finalement, le réseau, il est parfaitement dimensionné, même pour supporter un routeur à triac avec une charge de 3000 watts. Alors, on va maintenant aborder un peu les mesures, parce que c'est très bien d'avoir fait ces études en courant dans la vidéo 2, maintenant un peu l'étude en tension dans cette première partie de la vidéo 3, et on va commencer à confronter des mesures. Et avant de faire des mesures, on va lire d'abord ce que nous dit la norme, toujours 65000-3-2 dans l'édition 2, pour réaliser des mesures. Voilà, donc quand on veut mettre un appareil qui mesure notamment du THDU, du THDI, il faut lire un peu comment les faire. Et donc quand on lit un peu cette règle là, voilà, vous avez les différents éléments, donc en termes d'angle maximum, lequel il faut être, etc., les tensions, etc. On nous donne un schéma équivalent, voilà, dans lequel doit être placé notre appareil de mesure. Donc ici on a un générateur.
voyez, je viens de dire un générateur, pas deux générateurs. Notre appareil de mesure, quelque chose qui me dit pourquoi pas un analyseur de spec, votre multimètre, que sais-je encore, et puis notre charge, ici pour nous ça va être notre routeur solaire à Triac et puis son ballon. D'accord? Donc voici le schéma. Donc on voit la présence que d'un seul générateur et que d'une seule charge, et au milieu, notre appareil de mesure. Donc ce qui veut dire qu'au point 5, par rapport à la vidéo 2, ça confirme ce qui a été dit, c'est que ce point 5 là, on voit la coopération quelque part des deux générateurs. Déjà, si on met un appareil de mesure à ce point-là, on respecte pas la norme du coup pour réaliser ces mesures, parce que vous voyez clairement qu'il va avoir de part et d'autre de la charge. Ici notre deuxième générateur solaire, et ici ce schéma nous indique que non, c'est pas dans ces cadres-là qu'il faut faire ces mesures-là. D'accord? Donc du coup les mesures que je vais vous présenter ont été faites pour respecter ce schéma. Quelle est la seule solution? C'est de faire les mesures pour un triac simple, c'est-à-dire qu'il c'est pas un routeur à injection, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte ce deuxième partie du générateur solaire qui va injecter. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. On va réaliser des mesures finalement du triac. Qu'est-ce qui se passe? Avec quel appareil? Ici c'est ce HA1600. Donc lui il est bien parce que dans la mesure, il est là pour vous dire si votre appareil de mesure qui se place entre le générateur et votre charge, si votre charge respecte la norme CEI 65000-3-2. Donc il a été prêté par un labo de certification, voilà. Et donc du coup, vous lui mettez vous mettez quel type de classe vous devez vérifier, d'accord? Nous on sait que c'est une classe A, on est quelque chose supérieur à 750 watts, donc on lui rend ça, et on sait que cet appareil, on peut mesurer juste à des charges au maximum de 2500 watts, d'accord? Donc du coup, il a été fait une campagne de mesure, ça c'est Luc qui a fait cette campagne. Donc on a notamment mesuré les effets du routeur solaire, enfin du triac, pour 4 puissances, 750 watts, 1300 watts, 2000 watts et 2400 watts, et toujours en se plaçant dans le cas le plus défavorable en termes d'harmonique, puisqu'on va principalement s'intéresser à ça, c'est-à-dire au point à alpha égale 90 et à P0 sur 2 pour la partie excédence solaire. Donc qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend en avance que finalement pour ces 4 puissances, pour les deux premières 750 watts et 1300 watts, comme on est en dessous de 1700 watts, on devrait respecter la norme. Et puis pour 2000 et 2400 watts, malheureusement, le courant associé à l'harmonique 3 dépasse la norme. Donc je vous ai tracé un peu ce tableau que vous avez, cette figure que vous avez un peu trouvé dans la fin de la vidéo 1, associée à ces 4 puissances. Et donc on voit au point alpha égale 90, les courants maximum que je suis censé mesurer. Par exemple pour 750 watts, 1,02 ampères, 1,76 ampères pour 1300 watts. Ici, ça c'est le point d'équilibre, tant qu'on c'est le 1700 watts. Et puis au-dessus, là, le 2000 et 2400 watts. Donc on devrait trouver des courants de D71 ampères et 3,25 ampères. D'accord? Et en termes de distribution des harmoniques de courant, cette allure-là, ça a été obtenu notamment par les calculs des séries de Fourier que je vous ai donné en fin de vidéo 1. Alors, on va commencer les mesures, et il faut quand même préciser que la liaison B, d'accord, utilise 15 mètres de câble 16 carrés, donc jusqu'au tableau, et puis quand même de ce tableau jusqu'au routeur où il y a le ballon, grosso modo, il y a également 15 mètres de câble en 2,5 mètres carrés, voilà, pour être ultra précis dans les conditions, dans le protocole expérimental. Donc dans le premier cas à P 750 watts, vous voyez sur cet écran la courbe en tension, ici, et à partir de alpha égale 90, la courbe de courant, ici on voit clairement, il n'y avait pas de courant, et dès que le triac devient passant, boum, vous avez l'appel de charge ici. Et je mets en encadré pour vous dire qu'à P0 égale 750 watts, on voit strictement pas le décroché qu'on aurait pu entendre, cette fameuse mini-encoche qu'on pourrait déjà commencer à trouver, pourquoi pas. Et en termes de mesure, je vais vous donner les THD. Alors le THDU était à 2,1%, donc on est bien inférieur à 5%, donc ça a l'air bien au niveau d'harmonique de tension.
Et en termes d'harmonique de courant, on mesure 54,7. Donc d'accord, ça paraît important, d'accord, mais ce qui va être surtout le plus important, ça va être de voir un peu le courant I3, hein, associé à l'harmonique 3, et parce que c'est celle-ci qui permet de savoir si on respecte ou non la norme de la classe A. Et donc voici un peu la distribution des courants des différentes harmoniques, et notamment ici la première, c'est la fondamentale à 50 Hz, et là vous voyez le courant de l'harmonique I3, et ce que vous voyez en bâtonnet blanc transparent, c'est la valeur maximum à ne pas dépasser pour vous respecter la norme CEI 61000-3-2. Donc on va commencer et on voit que la distribution de ces amplitudes colle parfaitement avec ce que j'ai eu par le calcul théorique des séries de Fourier. Et donc, en termes de THDU, tout va bien, on est à 2,1%, bien inférieur à 5% max, donc il n'y a aucun impact pour l'instant du routeur solaire sur le générateur de tension. Le THDI est à 54%, d'accord, mais comme je vous ai dit, la valeur du THDI c'est une chose, en pourcentage, ce qui est important c'est de mesurer le courant. L'harmonique 3, et celui-ci, vous voyez, est de 1 ampère,100. Voilà, donc 1,1 ampère pour le IH3, alors que en théorie, j'avais calculé par série de Fourier 1,02. Donc on est pas mal du tout, hein, ça correspond bien avec ce que j'avais déterminé. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est bien inférieur à 2,3 ampères donné par la norme CEI 61000-3-2. Donc pour l'instant, tout va bien, Madame la Marquise, pour un routeur solaire à base de Triac pour un ballon de 750 watts, ou une résistance. Allez, on continue, P0 égale 1300 watts. Toujours les mêmes allures, courbe de tension, notre courbe de courant à partir d'alpha égale 90. Et là encore, on voit aucun impact, pas de micro-encoche là sur le générateur de tension. Donc tout va bien et c'est confirmé par un THDU toujours à 2,1%. Donc pas de perturbation. Et notre THDI, il passe de 54,7 à 55,8. Une micro-augmentation, d'accord? Et comme je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est de regarder le courant de l'harmonique 3. Ici, on la mesure à 1 ampère 684, allez, on va dire 1,7 ampères. Et en théorie, j'avais calculé 1,76. C'est bien, donc on est vraiment dans les clous. Et évidemment, le 1,7 est inférieur à 2,3. Donc, pas de souci pour utiliser un routeur on-grid à base de Triac pour une charge de 1300 watts. Ok, tout va bien. Alors on continue, le KP0 égale 2000, ok. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ah, je vous ai encadré, peut-être pour les plus observateurs, en zoomant un peu, on peut deviner la micro-encoche. En tout cas, en termes de THDU, aucune incidence. D'accord, donc le générateur de tension n'est toujours pas perturbé par la présence de cette charge de 2000 watts en aval du Triac. Et en termes de THDI, on est toujours, vous voyez, on flirte dans les 54-55%. Voilà. Et alors, on s'attend que malheureusement, à 2000 watts, on ne respecte plus la norme CEI 61000-3-2. Et oui, effectivement, on mesure 2,75 ampères, là, vous les voyez ici, alors qu'on aurait dû avoir 2,71 en théorie. Donc on est toujours bon au niveau mesure, entre mesure et théorie. Et malheureusement, les 2,75 est bien supérieur à 2,3 ampères. Donc là, en théorie, pour un ballon de 200 litres, par exemple, souvent associé avec une résistance de 2000 watts, en théorie, vous dépassez un petit peu, voilà, alpha égale 90, la norme CEI. Voilà, pas de beaucoup, d'accord, mais on s'y attendait et c'est confirmé par les mesures. Allez, on continue, 2400 watts, donc là je pense que ça sera encore pire, et ah oui, allez, on devine un petit peu la micro-encoche. Voilà, donc oui, effectivement, le THDU est passé de 2,1 à 2,3%, mais on est quand même bien inférieur aux 5%. Tout va bien. Et le THDI, tiens, paradoxalement, il baisse, mais regardons ce qui est le plus important, c'est le courant de l'harmonique 3. On est à 3,78 ampères. Voilà, contre 3,25 là, bon, il y a une petite écart entre le modèle et la mesure, voilà, mais en tout cas, dans tous les cas, on n'était pas bon. Pour 2400 watts, voilà, c'est bien confirmé par les mesures. Alors, on va maintenant essayer de répondre à une question assez importante. On vient de voir quoi?
On vient de voir que les résultats en termes de THDU sont cohérents avec l'étude en amont, il n'y a pas d'incidence sur le générateur. J'aurais pu également, comme l'appareil de mesure est limité à 2500 watts, mais pour 3000 watts, s'il avait pu être capable de mesurer pour 3000 watts, on aurait eu une micro-encoche toujours avec un THDU de l'ordre, une certitude inférieure à 5%. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas d'impact négatif de la présence d'un triac sur les autres générateurs, sur le générateur et donc sur les autres charges. D'accord. Donc, et puis les mesures confirment bien le modèle présenté dans la vidéo 1 et 2, c'est bien les harmoniques de rang 3 qui sont les plus pénalisantes, il n'y a pas de surprise, et ça colle assez bien entre la théorie et les mesures. Voilà. Que dire de plus? Il faut quand même répondre à une question assez importante. Et même si on sait déjà qu'on a un THDU inférieur à 5%, de l'ordre de 2,3, 2,2%, on va quand même faire une mesure très importante. On va essayer de voir les perturbations du routeur sur d'autres charges, en d'autres points de l'habitation, par exemple à d'autres points du point 4. Et d'accord. Et donc cette autre charge, ça va être aussi un autre radiateur, voilà, une autre charge purement résistive, donc qui se trouve ailleurs que sur la ligne du routeur. Et ça sera un radiateur de 750 watts. Et pour le routeur, pour le triac, on va toujours se placer dans le cas maximum, alpha égale 90, puissance, l'excédent solaire est à P0 sur 2, et le P0, c'est 2400 watts, parce que l'appareil de mesure ne pouvait pas faire plus. Et donc, on va d'abord faire la mesure avec le système du routeur éteint, ok, et pour voir un peu les choses, déjà, s'il n'y a pas un THDU naturel, et voilà, les courbes de tension, courbes de courant, voilà, elles ont l'air nickel. Et effectivement, à la fois en termes de THDU et THDI, on est à flirt autour de 2,2%. Donc c'est vraiment aucune perturbation. On a une belle charge linéaire. Vous voyez ici, vous n'avez que les bâtonnets blancs, tellement les niveaux d'harmonique I3, I5, etc. sont tellement bas, sont même pas visibles ici. Et on va quand même donner la distribution dans le tableau. On est de l'ordre de 10 mA pour harmonique 3, 73 pour harmonique 5, etc. Vous voyez, on est vraiment bien en dessous de la norme, donc aucune perturbation, mais ça peut même vous montrer quand même que même sans triac, votre THDU, il est pas parfait, il n'est pas à 0%, donc voilà. Et maintenant, patatras, on branche le routeur, on branche le triac, et regardez la courbe de tension de courant au niveau du radiateur, c'est encore strictement sinusoïdal, et regardez, la valeur du THDU, elle est passée de 2,2 à 2,3, très grosse augmentation, et le THDI, il est passé de 2,2 peut-être à 2,4, voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout va bien. Ça veut dire que le modèle qu'on avait présenté, qui a été présenté, qu'il y a recomposition, on le sait vérifié, l'onde de courant est parfaitement recomposée et il n'y a pas vraiment de micro-encoche. Ici, on la voit pas pour cette charge en parallèle de notre triac. Donc en fait, il n'y a aucune incidence. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure sur cette partie-là? C'est que les effets sur les autres charges en termes de DHDU et de DHDI sont infinitésimales, les conséquences. Différence de niveau d'harmonique sont imperceptibles et finalement le THDI généré par notre routeur solaire à base de triac n'est pas transmis aux autres charges de l'habitation et du voisinage. On avait vu pour le point 2 et le point 3. D'accord, donc ça c'est confirmé par la mesure, c'est une bonne nouvelle, vous n'allez pas griller votre frigo, vous n'allez pas griller, que sais-je encore, par l'utilisation de votre routeur. Alors, on va quand même essayer de conclure sur ces 3 vidéos assez intéressantes. Donc dans la première vidéo, je vous ai fait un petit rappel sur toute la notion de puissance en alternatif, et présenter des charges linéaires et puis non linéaires, et surtout s'intéresser particulièrement à la charge non linéaire qui est le triac, en vous présentant les calculs des séries de Fourier et etc. associés à chaque harmonique. Voilà, donc on avait vu dans la première vidéo également, pas de chance, c'est comme ça, la norme CEI 68000-3-2 interdit tout dispositif électrique générant des harmoniques de courant 3 supérieur à 2,3, donc
tout Triac associé avec une charge résistive supérieure à 1700 watts. Donc la messe était dite dès la première vidéo. Néanmoins, on a regardé quand même l'impact, admettons que vous utilisiez au-delà de 1700 watts. Est-ce que ça pourrait abîmer un peu le transformateur ou les autres charges de votre maison et ou de votre voisinage? Et voilà, on avait regardé ça. En tout cas, cette limite de 1700 watts, ça veut dire que directement, vous pouvez utiliser votre routeur solaire à base de Triac sans filtrage, sans rien, avec un ballon de 150 litres. Généralement, ils sont équipés de résistance de entre 1500 et 1700 watts. Donc voilà, c'est bien. Déjà, c'est un premier élément de réponse. Alors pour les 200 litres, on a une résistance de 2000 watts. Donc vous voyez, on dépasse un petit peu la norme à alpha égale 90. Bon, c'est pas non plus dramatique, surtout qu'on a vu que l'impact au niveau du transformateur, c'est rien du tout. Même dans le pire des cas, c'est rien du tout. Bon, la norme, elle est la 61000, elle est ce qu'elle est. Voilà, il faut faire avec. On a donné dans la vidéo 2 le schéma équivalent de où était inséré le routeur. Voilà. Et donc là, on a vu la présence de ces deux générateurs, mais côté transformateur Enedis, on a vu que on devait, il voyait que lui qu'un Triac avec associé une charge résistive de valeur nominale P0. Et ce qui est super important et ce qui a été confirmé par l'illustration de l'extrait de la norme, c'est qu'au point Linky, le point 5, on a la complétude entre guillemets de ces deux générateurs que sont le Enedis et votre centrale solaire. Et donc du coup, si vous mettez un appareil de mesure là, vous êtes en contradiction à ce que vous donne la norme, et du coup, toutes les mesures que vous faites, elles sont, l'interprétation est erronée, parce que de toute façon, ça ne rentre pas dans le cadre d'utilisation de cet appareil de mesure. Voilà, donc ça c'est clair. Au point 5, attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait. Puis par contre, dans les deuxième et troisième vidéos, on a également vu que ça soit en courant, mais également en tension, pour même le plus petit des transformateurs basse tension, on peut parfaitement gérer un Triac jusqu'à 3 kg sans aucun souci. Je rappelle que la norme CEI nous l'interdit à plus de 1700 watts. Mais on pourrait, il n'y aurait pas d'incidence si cette norme évoluait, par exemple, il n'y aurait pas d'incidence. Et on a vu également, notamment en tension, il n'y a pas d'incidence sur les autres charges domestiques et les autres charges du voisinage. Le THDU reste inférieur à 5%, même avec un ballon de 3 kg. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, les transformateurs sont suffisamment dimensionnés pour la présence simultanée même de plusieurs routeurs à l'échelle de votre quartier, de votre pavillonnaire. Donc ça c'est intéressant. Donc on peut faire cohabiter plusieurs routeurs de même transformateur. Ça c'est une bonne nouvelle également. Que dire en plus? Bon, on va essayer d'évoluer, essayer de voir ce fameux cas au-dessus de P0 égale 1700 watts. Alors déjà, on pourrait faire une solution soft, c'est-à-dire que dans votre algorithme de régulation, je vous rappelle qu'il faut se balader sur cette courbe noire là de AP-Linky égale 0 watts, on pourrait interdire des segments de alpha, enfin des plages d'angle dans lesquelles on viole cette norme CEI 61000-3. Bon, ça serait un peu bizarre, mais bon, voilà, on pourrait le faire par soft. On pourrait le faire. Du coup, vous pourriez utiliser un ballon de 3 kg sans aucun souci, mais plutôt en faible puissance solaire et à grande puissance. Et entre les deux, vous ne pourriez pas l'utiliser. Il ne serait pas utilisable ce routeur. C'est un peu dommage. On peut évidemment changer la résistance de votre ballon pour mettre une 1700 watts. Ouais, ça c'est une solution qui ne coûte pas très cher. On peut filtrer, vous avez vu pas mal de vidéos là-dessus, en filtrage actif dans les vidéos de Pierre, etc. Et je pense que dans une quatrième vidéo, je vais un peu réaborder certains points, juste donner des compléments d'information sur l'aspect filtrage. On peut utiliser le Triac un peu différemment. Une dernière vidéo de F1ATB propose ce qu'on appelle une régulation en multisinus. On pourrait voir est-ce que c'est intéressant, quels sont les avantages, les inconvénients, est-ce que ça va vraiment diminuer les harmoniques de courant 3, oui ou non, et si oui, est-ce que ça introduit pas ailleurs des autres harmoniques, et est-ce que finalement on arrive systématiquement à garantir un P-Linky égale 0 watts. Attention, le P-Linky, ce que mesure vraiment le Linky, ça sera une question assez intéressante. Et pourquoi pas utiliser autre chose qu'un Triac? Oui, pourquoi pas, ça serait intéressant. Pourquoi pas un MOSFET? Et pourquoi pas se dire, tiens, c'est marrant, en coupant une seule fois la demi-période en deux,
on génère des harmoniques D3, mais si on le coupe plusieurs fois, est-ce que ça transférerait pas ces harmoniques plutôt basse fréquence, harmonique 3, plus haut en fréquence, et du coup on aurait peut-être plus d'harmoniques mais haute fréquence, et celles-ci sont plus facilement filtrables. Vous voyez un peu l'idée. Donc voilà, peut-être un vidéo 4, je vous donnerai des éléments là-dessus. Et puis bon, vous avez d'autres approches, faire du DC-DC comme propose Guillaume. C'est-à-dire que vous choisissez vos panneaux pour que ça, en termes d'adaptation d'impédance, ben ça colle avec votre résistance de votre ballon de CS. Voilà, donc du coup, ben, vous matchez les deux. Donc il faut trouver le bon couple pour que l'adaptation d'impédance soit faite. Mais du coup, ben vous allez perdre de potentielle puissance parce que par rapport à ce que pourrait trouver un PPT. D'accord. Alors une solution aussi intéressante, c'est pourquoi pas passer votre système solaire non plus en connecté réseau, mais en solution hybride, off-grid, c'est-à-dire avec une batterie. Et là, dans ce cas-là, on va voir qu'on se retrouve avec un seul générateur. Et là, c'est plus la même tartine, parce que du coup, si vous êtes déconnecté réseau ou vous n'avez plus de lien, et ben vous n'avez plus cette norme-là, CEI 61000-3-2 à respecter. Ok, bon, il va y avoir des incidences, notamment sur le dimensionnement de votre ondulaire off-grid, ok, mais ça a une solution, une piste assez intéressante. Et puis, à l'instar de ce qu'on a vu avec la norme I3E, pourquoi ne pas imaginer un assouplissement de la norme CEI 61000-3-2 dans le cas d'une prise en compte d'un routeur solaire on-grid. Voilà, donc ça c'est la conclusion générale de la vidéo 3. Il va y avoir certainement une vidéo 4 où on va parler un peu de filtrage, mais également de régulation. Est-ce qu'on peut faire un peu plus intelligent qu'un PID, notamment pour un routeur solaire on-grid. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, toujours courtois, hein, voilà, il n'y a pas de souci. On est là pour essayer de comprendre les choses.